Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. La police bordelaise lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Vincent Zeka. L'étudiant de 19 ans n'a donné aucune nouvelle depuis la nuit de samedi à dimanche. Lorsque sa petite amie a tenté de lui téléphoner à 3 h du matin, c'est une femme qui a répondu indiquant que Vincent était ivre et qu'elle le ramènerait chez lui. Mais le jeune homme n'est jamais réapparu, au grand désespoir de sa famille. La personne, il peut être blessé dans un coin, c'est que les gens regardent un peu autour d'eux. Et s'il est chez quelqu'un qui lui ont remis par-dessus une petite cuite ou qui lui ont donné de la drogue, enfin maintenant qu'il le lâche. Une enquête a été confiée à la brigade criminelle de Bordeaux qui traite déjà plusieurs affaires similaires. Depuis 6 mois, les disparitions d'étudiants se sont multipliées dans la ville après des soirées festives. La série noire a débuté fin septembre 2011. Gilles Cazade, un étudiant landais de 21 ans, est tué au cours d'une rixe dans ce quartier toulousain vers 4 h du matin. C'est un autre étudiant qui l'a poignardé dans une ambiance sans doute alcoolisée. À l'issue de ce drame, une marche blanche a été organisée par les parents de Gilles. Elle a rassemblé plus de 700 personnes. Objectif, stopper ce type de violence gratuite. Début décembre, c'est le corps de Valentin, 19 ans, étudiant en première année d'architecture, qui est retrouvé au bassin à flot à Bordeaux. Il avait disparu quelques jours auparavant alors qu'il se rendait dans cette boîte de nuit. En état d'ébriété avancée, l'entrée lui avait été refusée. Il faut protéger le bassin à flot, il faut le barriérer, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En l'occurrence, là on sait ce qui s'est passé. En février, Maxime Lebot, 24 ans, disparaît. Originaire de Bretagne, il termine son cursus à l'école de commerce de Bordeaux. Il a été vu pour la dernière fois dans cette boîte de nuit. Le jeune homme a passé la soirée avec un ami et ils ont bu une grosse quantité d'alcool. L'objectif pour beaucoup d'entre eux, c'est d'être déchirés à l'alcool le plus rapidement possible, en 2 ou 3 heures. Il faut savoir par exemple qu'en avalant de la vodka, on est ivre en 16 minutes chrono. Malgré plusieurs jours de recherche et à 1 mois de ce drame, on n'a toujours aucune nouvelle de Maxime. On en sait plus sur les circonstances de la mort d'une femme de 45 ans dont le corps a été retrouvé samedi sur une route de Feugères dans la Manche. L'autopsie a mis en évidence plusieurs dizaines de perforations, notamment au niveau du cœur, dues à un objet contondant. Le compagnon de la victime, qui a signalé la disparition dimanche aux gendarmes, a rapidement été confondu. Au regard des contradictions qui ont été présentées par cette personne, il a été placé en garde à vue dimanche. L'homme avait été condamné en 2010 pour violence conjugale, mais sans commune mesure avec les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés. À Toulouse, hier, une postière a été enlevée à son domicile, puis forcée d'ouvrir le coffre-fort du bureau de poste. Les malfaiteurs sont repartis avec 360 000 € en espèces. Ce braquage semble avoir été étonnamment bien préparé. Les braqueurs ont agi très discrètement, au petit matin, dans ce quartier commerçant. Et cela, au nez et à la barbe du commissariat de police, à 50 mètres du bureau de poste, au bout de la rue. 3 hommes prennent en otage la guichetière principale à son domicile. Elle est ligotée, aspergée d'essence, sommée d'ouvrir la porte de service à l'arrière du bâtiment, puis le coffre. À l'intérieur, le butin est conséquent, 360 000 €. L'opération ne dure que quelques minutes, une voiture de grosse cylindrée part en trombe, laissant la guichetière donner l'alerte. Manifestement, les braqueurs étaient très bien renseignés. Ils connaissaient l'adresse personnelle de l'employé et savaient surtout que ce matin, le coffre était exceptionnellement bien garni. Le SRPJ est saisi de l'affaire. Les enquêteurs cherchent à savoir tout d'abord qui a pu être la source interne des braqueurs. La ville de Romorantin est en deuil après l'accident de voiture qui a coûté la vie à 4 personnes samedi dernier. Le jeune conducteur responsable de la collision a été mis en examen pour homicides involontaires aggravés. Il présentait une alcoolémie 3 fois supérieure au taux légal. La personne qui a fait ça, il faut qu'elle paye parce que laisser une famille en deuil de tuer 4 personnes comme ça, même si on a bu, même c'est inadmissible. Et bien sûr, ça nous touche, surtout pour les 2 enfants et pour la mère, le père. C'est décevant de voir des gens qui boivent au volant, qui font ça. L'homme de 25 ans a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire. Un appel à témoins a été lancé pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'accident mortel.
Un cortège silencieux pour saluer la mémoire de ce salarié qui s'est suicidé il y a une semaine tout juste à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers. Nouvelle conséquence tragique de souffrance au travail. Thierry Hainaut a laissé un mail dans lequel il explique avoir été tué professionnellement. Proches, amis, collègues, 500 personnes ont participé à cette marche blanche. C'était une évidence qu'il soit là. Il a toujours été là pour eux comme eux ont été là pour lui jusqu'à la fin, pour l'aider dans sa détresse. Et je pense honnêtement que c'est grâce à eux s'il a tenu aussi longtemps. Une marche chargée d'émotions et très digne qui a précédé l'inhumation de Thierry Hainaut. Une bouchère en grève de la faim, c'est le seul moyen que Véronique Rocher a trouvé pour dénoncer la fermeture possible de son commerce à Villette-sur-Dole dans le Jura. Moi, en tant qu'artisan, je ne peux pas aller défiler dans les rues. On est dans la tête dans le guidon, comme on dit. On n'a pas le temps d'aller revendiquer tout ça. Je ne suis pas toute seule dans ce cas-là, je le sais bien. Et c'est pour ça, quand on a quelque chose, quand on a un outil de travail qui va bien, il faut le défendre. Pour s'en sortir, la commerçante aurait besoin d'un prêt de 50 000 €, mais sa banque le lui refuse car elle est interdit bancaire. Les habitants du village ont créé un comité de soutien et espèrent sauver la boucherie en collectant des fonds. Bonne journée. À la veille de la journée de la femme, on reparle du fléau des violences conjugales. Les chiffres font froid dans le dos. Pour empêcher la récidive fréquente en la matière, un nouveau dispositif est testé à Amiens. Un bracelet anti-rapprochement censé protéger les victimes. Des victimes qui souhaiteraient par prévention voir ce système étendu à tous les auteurs. Depuis une semaine, les auteurs de violences conjugales condamnés à de la prison ferme peuvent éviter les barreaux grâce à un bracelet électronique. De leur côté, les victimes sont désormais elles aussi protégées grâce à ce système anti-rapprochement. Il y a un terminal qui est mis à son domicile, puisque le domicile est systématiquement protégé. Et puis, il y a cet élément-là qui est porté en permanence par la victime, qui fait à la fois GPS et en même temps téléphone, ce qui permet à tout moment de rentrer en contact avec la victime s'il y a un danger qui se présente. Seulement voilà, ce dispositif ne concerne que les hommes mis en examen ou condamnés à plus de 5 ans de prison. De nombreux auteurs de violences conjugales ne sont donc pas sous surveillance, une situation que dénoncent les victimes comme Catherine. Ça devrait s'appliquer à partir du moment où il y a violence conjugale. À partir du moment où on reconnaît que l'homme est violent envers sa femme, on ne va pas attendre que la femme soit 6 pieds sur terre pour mettre un bracelet à un homme violent qui peut s'agresser une autre femme. Ça va s'arrêter où après ? Du côté des associations, on reste aussi très mitigé sur l'efficacité de ce bracelet. Il va servir à éloigner physiquement les deux personnes, mais les violences psychologiques peuvent continuer totalement par téléphone, par courrier, auprès de l'employeur, c'est-à-dire aller dénigrer la personne auprès de l'employeur, le harceler au téléphone, et l'employeur, on en connaît, finissent par licencier la personne. À l'issue de cette période d'expérimentation, des ajustements pourront être apportés. En attendant, ce dispositif soulève encore beaucoup de questions. Se déplacer autrement en ville, l'idée est dans l'air du temps, d'autant que la flambée du prix de l'essence incite à laisser sa voiture au garage. Certains ont déjà repensé leur mode de transport. L'autopartage fait de plus en plus d'adeptes, par choix ou par obligation. Outre le côté pratique, l'intérêt est aussi économique. Parmi les premiers utilisateurs de l'autopartage, cette famille bisontine ne regrette rien. On n'a plus de voiture du tout. Terminer les contraintes du propriétaire de véhicule alors. Oui, terminer les pannes, terminer les assurances, voilà. En termes financiers, c'est rentable? Nous on trouve, parce que l'essence est comprise, donc voilà, moi j'ai plus de plein d'essence, j'ai plus de frais de parking, j'ai plus de frais d'assurance et puis surtout de maintenance de ma voiture. Il s'agit d'un changement radical de mode de déplacement urbain, un mix de vélib, d'autopartage et de transport en commun. Cible atteinte donc pour les promoteurs de ce projet initié il y a 2 ans à Besançon et qui fédère aujourd'hui 200 adhérents. Pour se déplacer en ville, on se déplace à pied, en vélo ou en autobus. La voiture, elle doit servir soit à faire des courses qui ne sont pas possibles d'être faites avec le bus, justement, ou en vélo. Parfois, on ne peut pas transporter beaucoup de choses en vélo. Et c'est aussi pour aller plus loin, sortir de la ville, là où il n'y a pas de moyens de transport adéquats.
À Montbéliard, c'est notre opérateur Touab qui propose ses solutions de déplacement. Là aussi, un mix vélo, bus et autopartage. C'est quelque chose de très pratique. Voilà, je sors de chez moi, j'ai une borne juste à côté de chez moi, donc je prends ma petite carte et je prends ma voiture pour aller faire des courses, pour aller chercher les enfants à l'école ou faire des petits trajets, c'est vraiment pratique. Et j'ai surtout pas de soucis pour me garer après. En 3 mois, cet opérateur a engrangé 1200 inscriptions, signe d'une évolution des mentalités. L'objectif, bien sûr, décongestionner les villes saturées par l'automobile. Cible privilégiée de ces opérateurs, les citadins, plutôt jeunes, qui ne sont pas inscrits dans le mode de propriété, mais plutôt d'usage pour l'instant. Faire des affaires grâce à la crise, c'est possible sans pour autant être un odieux spéculateur. À Amiens, un patron de bar a décidé de casser les prix. Il offre même des bons essence ou des billets de train contre des consommations. Et vous allez le voir, tout le monde y trouve son compte. Le plat du jour à 2,50 €, soit le prix de la boisson, c'est une des promotions phares de ce bar qui séduit par ce biais de nombreux clients. Chaque jour, vous mangez pour 2,50 €. Bon, pas tout le temps, parce que bon, il est fermé le lundi. Mais bon, souvent le midi, je suis ici, ouais. Cigarettes distribuées, 10 bières achetées, 10 litres d'essence offerts, des billets de train et des tickets de bus donnés contre des points de fidélité. Le bar s'est lancé dans ces drôles de promotions depuis 2007, début de la crise. Nous, à notre côté, on dit la solidarité plus que jamais. On l'a fait, c'est pas uniquement la parole, c'est les actes. Les actes, c'est aujourd'hui partageons notre richesse et autres, même si on gagne très peu, mais au moins ça suffit pour payer nos charges. Et la raison pour ça, j'ai dit, si tout le monde fait ça aujourd'hui, on aura en France beaucoup meilleur. Tiens. Tu as une cigarette? Et le client y trouve un intérêt certain, sans trop se poser de questions sur la viabilité économique de tels procédés. Après, le patron, c'est ses comptes, ça lui de rentrer dans ses comptes aussi quand même. Mais nous, on s'en tape un peu tant qu'on a notre bénéfice. Après, le principal, c'est le client, il regarde son bénéfice dans sa poche. Le truc résiderait dans une règle économique vieille comme le monde, marge réduite, compensée par l'augmentation des volumes, tout simplement. Tous les grands surfaces, ils proposent dans un temps avec leur système, dire en acheter la deuxième gratuit. Et votre chiffre d'affaires? Plus de 57%. Plus de 57%. Alors, je suis heureux. Mes fournisseurs ils sont heureux parce que je commande plus. En somme, vive la crise si elle est l'opportunité de changer le système. Réconcilier les accros au langage texto avec l'orthographe et les subtilités de la langue française. Paris osé quand on voit certains échanges de SMS entre adolescents. Mais Paris relevé à Lyon avec un concours de poèmes sous forme de texto. Manière de prouver que les téléphones aussi peuvent révéler les fines plumes. Le SMS, 3 lettres qui servent bien souvent à dire 3 mots. Tu fais quoi? Je peux dire bonjour. J'arrive dans tant de minutes. Des mots faciles, toujours des mots, les mêmes mots. Et pourtant, en 150 caractères, on peut changer de refrain et passer du texto au panneau. Quotidien égayé, lever les yeux et regarder ces petits mots échapper, scintiller, en liesse, s'amuser et batifoler. C'est ce qu'a fait Maglone, poétesse par SMS. Elle est publiée pour la première fois grâce au concours du Printemps des poètes. Et mes hanches sont au baiser, comme le jour est à la nuit, une promesse. J'écris beaucoup de poèmes depuis longtemps et j'ai vu qu'il y avait ce concours par texto et je me suis dit ah super idée, ça prend pas de temps, c'est chouette. J'ai envie d'envoyer ce poème et voilà. L'idée du concours est née il y a 2 ans pour faire entrer la poésie dans nos tablettes et réciproquement. Ça permet aussi quelques inventions, je crois, langagières, qui sont toujours les bienvenues en matière de poésie. C'est un art qui peut s'adapter à notre réalité la plus quotidienne et la plus moderne. Attendant l'heure bleue chaque... Des poèmes textos qui ressemblent beaucoup au haïku, ces poèmes courts japonais du XVIe siècle. Comme quoi la poésie 2.0 existe depuis bien longtemps. Tout de suite, votre édition des initiatives.